Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial parce que je relance les formats interview. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais qu'on évite souvent autour de la table, l'argent. Et surtout du lien hyper fort qu'il y a entre l'éducation financière et notre rôle de parent. Mon invité aujourd'hui, c'est Grégory Guillemin. Grégory est un ancien gestionnaire de patrimoine pour les grands comptes qui a choisi de mettre son expertise au service du plus grand nombre pour rendre l'éducation financière accessible à tous. Et comme moi, Grégory est convaincu que la meilleure façon d'y arriver, c'est d'apprendre tout cela dès l'enfance, ou alors de l'apprendre en accompagnant son enfant. Et pour ça, il a cofondé l'association Je compte, donc je suis, et a créé un cahier d'activités Apprends l'argent en t'amusant. Crois-moi, cette conversation, je pense qu'elle va te faire réfléchir. Et elle a été tellement riche que j'ai décidé d'en faire 2 parties, 2 épisodes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va poser les bases. Pourquoi l'argent est encore tabou? Comment est-ce que ça influence notre manière d'éduquer nos enfants? Et ce qu'implique vraiment une gestion saine de son budget. Allez, j'arrête de blablater, je te laisse écouter cette conversation passionnante. Et tu verras, elle risque de bousculer pas mal d'idées reçues. Salut Grégory et merci beaucoup de m'avoir rejoint sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Merci Maud pour ton invitation. Ça fait plaisir de parler à quelqu'un que j'écoute de temps en temps dans ma voiture lors de trajets justement un peu plus longs pour parler d'enfants, d'émotions, comment gérer et accompagner au mieux son enfant. Donc ça me fait plaisir aujourd'hui d'être invité. Voilà, t'es de l'autre côté du miroir. Et puis ce qui est chouette, alors même si je t'ai présenté un petit peu en amont, je vais te demander de te présenter en quelques mots parce que je pense que ce que tu fais toi, ça permettrait aux personnes qui écoutent mon podcast et qui ne te connaissent pas, elles aussi, de s'élever, de grandir en même temps que leur enfant sur la notion d'éducation financière, voilà, tout ça. Donc, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Avec grand plaisir. Donc moi, c'est Grégory. Vous l'entendez à l'accent, je suis belge. J'habite en Belgique, j'ai 36 ans. Et puis, j'ai 3 passions dans la vie. Ma première passion, ce sont mes enfants. Gaspard qui a 6 ans et Harold qui a 5 ans. Ça a complètement changé ma vie puisque quand j'ai appris qu'on allait devenir parent, finalement, j'ai pris la décision de ne plus travailler un jour par semaine le vendredi pour vraiment avoir le vendredi, samedi, dimanche avec mes enfants. J'ai une autre passion qui est le VTT, les balades dans les bois. On a la chance d'aller 2-3 fois par an en Suisse pour profiter des super paysages, non pas pour y mettre notre argent, mais plutôt pour profiter des paysages qui sont juste magnifiques. Et ma dernière passion, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre les investissements, mais aussi 1 million d'enfants, ça c'est un projet plus récent, à parler d'argent et comprendre la notion d'argent, puisque aujourd'hui on est dans un monde complètement dématérialisé. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a 4 ans, après avoir travaillé 10 ans dans le secteur financier et avoir fait également une thèse de doctorat sur le sujet, il y a 4 ans, j'ai pris la décision de ne faire que de l'éducation financière, avec l'écriture d'un livre, avec des réseaux sociaux, avec une newsletter, des formations et depuis quelques mois maintenant, avec un cahier d'activités qui s'appelle Apprends l'argent en
amusant. Donc voilà, de manière très rapide, moi je fais tous les projets qu'on propose ou que je trouve autour de l'éducation financière pour essayer d'aider justement un maximum de personnes, que ce soit les enfants maintenant avec le cahier d'activité, que ce soit les adolescents au travers d'ateliers aussi, à déjà savoir ce que c'est l'argent, à quoi ça sert, de pouvoir essayer d'avoir une gestion budgétaire plus saine et plus sereine, Ouais. parce qu'il y a quand même, si je me trompe pas, entre 3 familles ou 4 familles sur 4 en France qui a quand même du mal à joindre les deux bouts. Donc ça fait quand même un pourcentage qui malheureusement ne fait que grandir pour Ouais. différentes raisons. Et donc voilà. C'est en ça que je trouve effectivement très noble ta mission, finalement, de participer à l'éducation financière j'allais dire du commun des mortels. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, il y a souvent cette croyance de dire que, entre guillemets, tu vas me permettre, enfin, je me permets en tout cas le vocabulaire très grossier, très stéréotypé. Il y a que les riches qui savent gérer l'argent, qui savent faire de l'argent. Et moi, je trouve que cette croyance-là, elle est hyper dangereuse parce qu'en fait, elle nous interdit, nous, dans notre modeste gestion, connaissance, de sortir de sortir de ça et de se permettre de grandir. En tout En fait, oui, désolé de t'interrompre, mais c'est une croyance qui est très ancrée et qui est ancrée, qui fait que l'argent est aussi tabou, mais c'est ancré, je dirais, parce que je dirais il y a deux facteurs, que ce soit en France ou en Belgique, qui sont communs à mes yeux. Le premier facteur, c'est le fait que l'État est un petit peu l'État-providence et nous, je mets des guillemets, nous abrutit un petit peu en disant si vous perdez votre emploi, il n'y a pas de problème, on vous aide. Si vous êtes malade, on vous aide. Si à la pension, à la retraite, vous aurez des retraites, pas de panique. En faisant ça, en fait, il ne nous pousse pas à prendre soin de nos économies, à être indépendant, à être autonome. Le but, c'est pas, entre guillemets, d'être riche et de plus avoir besoin de travailler. Non. Le but, simplement, c'est de pas être dépendant d'un système qui, malheureusement, n'est pas en bonne santé non plus. Et donc, le fait de l'omniprésence de l'État, pour moi, effectivement, nous a mis un petit peu, nous a tenu au chaud et ne nous a pas intéressé enfin, ça nous a pas incité à nous intéresser à mieux gérer son argent. Et je dirais aussi la culture, ça c'est plus profond, mais c'est la culture judéo-chrétienne. Le fait vraiment, si on regarde les écrits bibliques, je n'ai pas relu la Bible depuis très longtemps, bien entendu, mais j'ai regardé à certains passages et je me suis fait aider notamment par certaines personnes qui disaient effectivement qu'à certains moments, l'excès d'argent était pointé du doigt par Jésus. Et donc, et en fait, on a gardé ça en tête de dire oui, on peut parler d'argent. Moi, quand je commençais à parler d'argent, que j'avais, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 euros et que je disais que j'investissais 100, 200, 300 euros par mois, ça posait pas de problème. Puis quand je suis passé à plus de 100 000, 150, 200 000 euros, directement, j'ai reçu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Alors que je partageais la même chose. Oui. C'était juste qu'il y avait un zéro ou deux zéros. J'avais cette chance-là d'avoir un zéro en plus ou deux zéros en plus. Et donc, il y a vraiment un gros travail, effectivement, qui est ancré en nous. Et le tout, c'est d'en être conscient. Et puis après, de pouvoir justement se détacher un petit peu de l'État, se détacher un petit peu de la culture judéo-chrétienne et d'en parler. Parce que si on n'en parle pas, on peut pas s'améliorer. Mais c'est comme pour tout, c'est comme le développement personnel, c'est comme comment élever ses enfants. Si finalement on reste chacun dans son coin sans en parler avec sa famille, ses amis, ses collègues, en fait, on partage pas et donc on ne grandit pas, quoi. Mm. On ne s'élève pas, On ne voilà. s'élève pas. Mais en fait, ce que tu viens de me partager, j'ai un peu. Alors, je partage ta vision et moi, le parallèle que je vois avec ma sphère, avec ce podcast, c'est que finalement, cet état-providence qui prend soin d'eux, c'est un peu comme un parent hyper protecteur qui va. Finalement, le manque de liberté et d'autonomie crée une forme de dépendance. Donc nous, on est effectivement dépendant aujourd'hui. Notre système, on l'a complètement intégré quelque part que on travaille pour cotiser, pour avoir le droit à une retraite de plus en plus tard potentiellement. Et en fait, il y a cette dépendance un peu comme un parent qui va coucouner son enfant, le protéger, le diriger. L'enfant ne va pas exercer son libre arbitre, ne va pas exercer sa liberté, son autonomie, prendre ses décisions par lui-même.
il y a une forme de codépendance qui est néfaste aux deux, finalement. Effectivement. Et puis, il y a le besoin, ben, en fait, mettre un cadre et de pouvoir dire, bon, ben, l'État est là, il met un cadre et il encourage à faire ci, à faire ça. Et puis que chaque personne soit libre de le faire ou pas, mais au moins, il montre la voie parce que finalement, si les ménages français, les ménages belges ou d'autres investissaient un peu plus leur argent, s'intéressaient un peu plus à ça, on n'aurait pas autant ce problème de Mmh. quid des pensions, parce que finalement, ben, les gens, oui, cotisent, mais une partie surtout, ils l'investissent par eux-mêmes, ils deviennent un petit peu simplement autonomes, et ça a été quand même au départ, ben, s'il y a peu d'éducation financière, ben, pour moi, c'est aussi l'État, mais c'est aussi ben, l'école, mais c'est vraiment un phénomène de société de pouvoir en parler via différents canaux parce que c'est pas en parlant d'une fois de bourse qu'on va savoir effectivement comment investir, mais c'est en parlant plusieurs fois à différents endroits, via différents canaux, qu'à un moment donné, la pièce va tomber chez les familles, chez les personnes, chez les particuliers, et qu'à un moment donné, ils vont dire, OK, mais maintenant, c'est vraiment important de prendre soin de ces économies. Je fais un parallèle, en fait, avec on essaye de prendre soin de son corps en faisant du sport, de sa tête en étant accompagné par des thérapeutes, des psychologues et tout ça. On prend soin de ses relations amoureuses, en tout cas on essaye, ses relations amicales. Par contre, on passe une bonne partie de notre temps à travailler et la conséquence est qu'on gagne de l'argent, mais on ne prend pas les quelques minutes par mois nécessaires pour simplement faire un budget. L'excédent, on essaye de l'investir, on essaye de le faire fructifier, etc., etc. Comme si, bah, en fait, on a gagné l'argent et puis dès qu'il arrive sur notre compte, bah, il part à gauche, à droite et on ne doit pas trop en prendre soin. Mais Mmh. finalement, l'argent n'est qu'un flux, n'est qu'un moyen d'échange, c'est que énergie entre guillemets. Et donc là, bah voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là maintenant, il y a 5 ans, le 26 décembre 2020, où je me suis dit, il faut que je démissionne. Ça a pris quelques mois pour démissionner, hein, mais il faut que je démissionne pour aider un maximum de gens à mieux comprendre leur argent et à prendre soin de leurs économies de manière plus autonome. Ah, je trouve ça vraiment, enfin, je trouve ça très super parce que je viens de cette classe sociale, on va dire, je viens de cet environnement, voilà, plutôt d'environnement familial où, voilà, moi j'ai deux parents travailleurs, ouvriers, secrétaires, vraiment le moins de crédit possible, genre prendre le crédit pour la maison, oh mon Dieu, le plus tard possible. Enfin, cette notion de quelque part, l'argent était presque une finalité et pas un Mhm. moyen, tel que tu le dis. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, d'être en couple avec une personne qui n'a pas cette même vision-là, qui n'a pas le même passé, et de me dire, OK, mais en fait, c'est pas parce que j'ai grandi comme ça, que j'ai connu ça, que je suis cantonnée à ça et que je ne peux pas effectivement reprendre un peu la maîtrise. Je suis toujours en construction là-dessus. Et puis, tu vois, aujourd'hui, le mot que j'utilise avec l'argent, c'est la notion d'argent. Et si je raccroche un peu les wagons avec le podcast, tu vois, souvent les parents, en tant que parents, on se dit, on veut transmettre la valeur de l'argent. Mais en fait, le mot valeur ne va pas avec le mot argent. C'est une notion, c'est Ah pas oui, une oui. valeur, quoi. Je pense que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'effectivement, c'est une notion. Leur donner la notion de l'argent. Oui, oui, oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire exactement. Mais c'est vrai que la valeur de l'argent, c'est, entre guillemets, c'est peut-être, moi, ça me fait penser à quelque chose ça rajoute un poids, en fait, psychologique à l'argent, que c'est lourd, alors que une notion, c'est simplement dire, bah oui, l'argent, bah, voilà, ça fait partie de nos vies et c'est important d'avoir des notions, des connaissances et oui, voilà, parce que bah, l'argent est effectivement le moyen d'échange qu'on utilise le plus. Et donc, vu que c'est le moyen d'échange qu'on utilise le plus, bah, c'est important d'avoir des notions, des connaissances sur ce sujet-là pour pouvoir bien l'utiliser, tout simplement. Mmh. Du coup, donc ce que j'entends à travers ce que tu partages, c'est que comme tu as pris cette décision, effectivement, d'accompagner le plus de familles possible à s'éduquer sur la notion de l'argent, en quoi tu juges que c'est justement important qu'on ait à le faire pour pouvoir le transmettre à notre enfant? Alors, ça, c'est une très bonne question.
Enfin, moi, je vais partager en fait mon expérience avec mes enfants. Il y a un an, à un moment donné, mes enfants me disent Ah, c'est génial, papa, tu peux tout payer avec la carte. Et dans ma tête, j'étais là, qu'est-ce que je leur réponds? Et avant de leur répondre, je leur dis quand même, ben, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un peu plus d'argent que la moyenne et tout ça. Et puis je me dis, mais il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Et Hmm. ce qui allait pas, c'est que les enfants, ils sont confrontés et ils voient en fait beaucoup de choses et je me rendais pas compte que les enfants en fait enfin comment dire ils voyaient enfin comment dire ils ressentaient aussi énormément de choses ils se faisaient aussi des projections sur ben, en fait on est dans un magasin on peut tout acheter avec la carte parce que c'est la carte qui paye Hmm. et donc il y avait une sorte de déconnexion entre la vie réelle et leur vision. Parce que leur vision, c'est quoi? C'est que ils ne manipulent pas, c'est papa ou maman qui sort la carte, c'est la carte qui paye, et ils n'ont aucune notion d'un iPhone, ça va être 50 billets de 20 euros, et une bouteille d'eau dans une grande surface, ça va être peut-être une pièce de 2 euros. Et par contre, ils ont des notions de dire 1000, c'est plus grand que 2, Mhm. mais s'ils ne le voient pas, ils ne le savent pas. Et donc, c'est vraiment pour cette raison-là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un cahier d'activité à destination ou un livre à destination des adultes pour les motiver? Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi, j'ai envie de faire directement pour les enfants. Et en fait, c'est les enfants qui vont venir challenger les parents à poser des bonnes questions et à faire des exercices et à parler de dépenses vitales, dépenses plaisir, etc., etc. Parce que je pense vraiment, ça c'est ma conviction très profonde, que pour toucher un maximum de gens, c'est pas en parlant d'abord aux parents, puis et les parents qui vont en parler aux enfants. Pourquoi? Parce que quand un adulte dit quelque chose à un autre adulte en disant ça serait bien de faire ça, l'autre adulte il va dire oui mais de quoi il se mêle, c'est ma vie. Par contre quand ça vient de son propre enfant de dire ah mais tu sais là par exemple il y a des cahiers qui circulent, mes cahiers d'activité qui circulent dans des classes pour des enfants, il ramène ça à la maison. Ah oui, c'est intéressant, mon enfant il aime bien, il regarde, qu'est-ce que je fais? Soit je le coupe dans son élan, c'est un peu difficile quand même. Ou Mhm. soit je dis, punaise, mais en fait, et moi, est-ce que, en fait, c'est un excellent miroir, comme tu le dis dans ton podcast, les enfants sont un excellent miroir pour nous, parents. Et là, je me dis, ben, c'est en fait un excellent moyen. J'y avais pas pensé comme ça en écrivant ça pour mes enfants à la base. Mais pour moi, c'est un excellent moyen que ça parte du bas, entre guillemets, que ça aille vers le haut et que ça vienne titiller les adultes de dire, hé, les cocos, est-ce qu'il faut acheter un deuxième cartable, un nouveau cartable chaque année? Et les cocos, quand on est à la boulangerie, est-ce qu'on prend uniquement du pain ou est-ce qu'on fait des dépenses plaisir? Et je le vois avec mes enfants maintenant. Des fois, on est à la boulangerie et je leur dis, vous voulez, je sais pas, des pains au chocolat? Et mes enfants ils me disent, non, mais on sait qu'on peut l'acheter, mais non, c'est une dépense plaisir, on n'en a pas envie maintenant, on préfère garder l'argent pour autre chose. Et le but, c'est vraiment de pouvoir, enfin, que les enfants aussi viennent titiller les parents sur ces questions-là. Et c'est aussi pour ça, après, que moi, je fais des ateliers pour des adultes, pour des adolescents et tout ça. Et là, c'est aussi l'objectif de l'association. Mais j'ai vraiment eu envie, moi, de le faire à la base pour mes enfants et pour que les enfants, puisque moi, quand Gaspard est né, pour la petite histoire, j'ai fait pendant quelques mois une dépression postpartum comme environ 10% des hommes. Mhm. Donc, c'est venu réveiller énormément de choses en moi et donc ça a été un miroir et je me suis pris quelques gifles entre guillemets virtuelles. Et là, pour le cahier, je me suis dit, oui, j'ai envie de le faire comme ça parce que j'ai pas envie de dicter comment les parents doivent faire avec leurs enfants, non, mais j'ai envie de penser directement aux enfants et d'être en contact avec eux et que chaque enfant après puisse en parler dans sa famille, que chaque famille après puisse voilà
être inspirés par ce que l'enfant a fait et que se sentent motivés justement de faire un cahier d'activité justement sur ce sujet. Tu sais, tu prêches une convaincue parce que finalement, tout ce que je propose également, je suis la même logique que toi. Si tu dis aux personnes de prendre soin de leur santé mentale ou autre, oui, il y en a qui le font, mais pas la grande majorité. Par contre, si tu dis aux gens, si tu dis aux parents que prendre soin de leur santé mentale, ça va aider leurs enfants, ah bah là, le moteur, il est vachement plus puissant, en fait, à partir du moment où... Effectivement. Donc, je suis... Enfin, Il y a une motivation, il y a vraiment pour nos enfants, ben, il n'y a rien à faire. On a cet amour on se inconditionnel. transcende pour eux. Voilà, c'est ça. On a cet amour aussi inconditionnel qui nous fait faire des choses auxquelles on n'avait jamais pensé ou ce genre de choses. Et donc, comme tu dis, on se transcende, on est prêt à aller plus loin, à faire des choses. Quand je vois parfois certains parents qui ne sont pas qui vont pas faire du sport avec leurs enfants et puis leurs enfants en fait grandissent, font du sport et qui disent même maintenant on va faire du sport en famille mais c'est génial, on retrouve des activités. Ben, ça vient de la base, ça vient de l'envie des enfants et c'est la même chose pour énormément de sujets quoi. Ouais, je suis complètement, enfin, je suis complètement en phase. Du coup, finalement, ce que je comprends, c'est que l'éducation financière, savoir gérer son argent, selon toi, c'est une compétence comme une autre qui se transmet un peu comme les émotions et que généralement, on se dit, en tout cas, c'était ma vision à moi avant mon évolution personnelle, hein, sur l'éducation financière, on se dit souvent, bah, je finis pas à découvert, c'est déjà bien, j'arrive à mettre un petit peu d'argent de côté. Donc on a là, je vais peut-être être fort, mais je vais parler que de moi, d'accord? J'avais Oui. l'illusion de savoir gérer mon argent. C'était qu'une illusion. Pour toi, comment une personne qui va nous écouter là peut se dire, peut essayer de se remettre un peu en question et se dire: «Est-ce que je sais vraiment ce que c'est que l'éducation financière?» Comment s'auto-évaluer pour savoir si effectivement on a quelque chose à faire pour mieux transmettre à nos enfants? Alors déjà, je pense que c'est important de partir du principe que c'est un chemin. C'est pas quelque chose, on lit un bouquin, on a fait ça pendant 2 heures par semaine, pendant 4 semaines, Mmh. et puis c'est tout, et puis on s'arrête là. C'est comme enfin, je veux dire, suite à mon postpartum, je me fais accompagner. Ça fait 5 ans que je me fais accompagner maintenant, enfin même 6 ans pour être précis. Et j'ai toujours des choses à raconter, j'ai toujours des challenges émotionnels, j'ai toujours, parce que voilà, je grandis aussi et qu'il y a des choses qui arrivent. Donc c'est la même chose c'est la même chose pour l'argent. C'est pas quelque chose voilà, c'est vraiment un chemin, une envie de mieux comprendre. Le point important, c'est vraiment de repartir de la base, de pouvoir dire, OK, très bien, qu'est-ce que je gagne par mois? Qu'est-ce qui rentre sur mon compte? Et qu'est-ce que je dépense? 9 personnes sur 10 que j'interroge comme ça ou quand je fais des petits sondages sur les réseaux sociaux ne savent pas, on ne demande pas à l'euro près, mais n'ont aucune idée précise, entre guillemets, de est-ce que je dépense plutôt 2000 par mois, 2005, 3000? Non, c'est vraiment très très compliqué. Mmh. Donc, et pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui, ben, finalement, moi ce que je recommande toujours, c'est que vu qu'aujourd'hui on est dans un monde dématérialisé, on paye tout avec la carte ou avec le smartphone, ça nous fait déjà moins mal de payer par carte ou avec Ouais. smartphone. Voilà. Psychologiquement, ça nous fait beaucoup moins mal. Et moi, ce que je recommande toujours, c'est de prendre soit un petit bloc-notes ou alors un petit fichier Excel si on préfère ça, et de pouvoir mettre dans un petit tableur, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a dépensé. Et de faire ça mois par mois. Que ça soit une dépense d'1 euro ou de 100 euros, on note tout. Le fait de tout noter, on va se dire, moi, des fois, je me dis, mais punaise, ce mois-ci, pourquoi j'ai été autant à la boulangerie, j'ai un peu craqué, et ça permet de pouvoir dire, bah, déjà d'en prendre conscience parce qu'on prend quelques minutes par mois de faire un état des lieux de ses dépenses, et qu'à la fin du mois, on se dit, oui, mais en fait, si je suis dans le rouge, ben, c'est normal, regarde tout ce que j'ai été dépensé, est-ce que ça avait vraiment du sens? Le fait de pouvoir noter ses dépenses, ça permet déjà de prendre conscience de ça a coûté autant, parce que qu'on paye avec la carte, en fait, on paye et 2 heures après, on a oublié combien on a payé. Oui. Je schématise un petit peu, mais c'est l'idée
que si on reprend après de dire, ah, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai dépensé? Ah, ben, il y a eu ça, 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 ça. Et est-ce que c'était vraiment utile? Deuxième étape, question à se poser. Est-ce que c'était vraiment utile, vital? Si je paye pas ça, est-ce que je meurs dans les heures ou dans les jours qui viennent? Mm. Eh les logements, c'est vite. Le logement, c'est vital. Les habits, c'est vital. L'eau, c'est vital. Est-ce que je vais prendre mon cas, par exemple, avant, il y avait souvent, effectivement, pendant quelques années, des canettes de coca à la maison, même si moi, j'en bois pas, mais voilà, c'était plutôt mon épouse. Depuis nombreux mois maintenant, il n'y a plus ça. C'est pas vital. On peut réduire fortement sa consommation de Coca-Cola ou de soda parce que il y a de l'eau ou il y a d'autres choses effectivement. Et l'eau, c'est très bien. C'est des petites choses comme ça où ça permet facilement, en fait, euh, alors pour la majeure partie d'entre nous, pas pour tout le monde, hein, parce que c'est pas une vérité universelle, mais pour la majeure partie d'entre nous, ça permet facilement de pouvoir dire, il y a quand même quelques euros, quelques dizaines d'euros que je peux plus facilement mettre de côté. Et puis, c'est de se dire, on a fait ça, c'est de se dire, demain, s'il m'arrive un couac, est-ce que j'ai 3 mois, 6 mois de dépenses devant moi? Je perds mon job, je dois changer de voiture, il y a un petit problème de toiture sur une partie du toit de la maison ou de l'appartement. Je dois changer la chaudière. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y en a beaucoup, je ne connais pas la statistique en France, mais en Belgique, c'est un ménage sur 5 n'a pas d'épargne de précaution. Ouais, Un ménage sur 5. c'est énorme. Ça veut dire qu'il arrive une tuile, en fait, on va vivre à crédit alors à ce moment-là. On va essayer de prendre un crédit pour faire un crédit à consommation, ce genre de choses, qui est complètement, qui est très mauvais. Donc, quand on a essayé d'économiser quelques dizaines ou 100, 150, 200 euros par mois en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de côté pour avoir cette épargne de précaution. Imaginons 6 mois de salaire, 6 mois de dépenses, imaginons ça. Et comme ça, et même s'il arrive une tuile, imaginons, je dépense, je sais pas, 2000 euros par mois, 6 mois de dépenses, c'est 12 000 euros. Et s'il m'arrive une tuile avec 12 000 euros, il y a quand même pas mal de choses que je peux faire et je suis mieux armé que si j'en ai 1000 ou 2000 euros sur le compte. Et après, si on a la chance d'avoir effectivement ce coussin de sécurité, cette épargne de précaution, après, on peut mettre en place, se dire, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va perdre 3 ou 4% par an à cause de l'inflation parce que le coût de la vie augmente chaque année? Et on peut mettre en place des petites stratégies pour commencer justement à faire fructifier son argent. Mais c'est la dernière partie. Avant, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, est-ce que je suis dans le rouge certains mois ou pas. Sinon, est-ce que j'arrive à dégager un peu plus de rendement, un peu plus de vert à la fin du mois? Si je suis dans le rouge, qu'est-ce que je peux faire? Quelles dépenses non vitales je peux supprimer justement pour me refaire une santé financière? Et on travaille sur les dépenses, mais aussi on peut, c'est toujours très difficile à faire, mais aller voir son manager, essayer de discuter d'une augmentation salariale, même si c'est difficile, essayer de faire jouer la concurrence. Voilà, ça va aussi bien d'en essayer de gagner un petit peu plus que de dépenser moins. Et si on arrive à faire ça, on sera plus serein finalement à la fin du mois. Et je fais le lien avec ton podcast, c'est que si les parents sont plus sereins parce que justement ils ont une épargne de précaution, ils arrivent à mieux gérer leur argent, l'ambiance à la maison va être beaucoup, beaucoup plus sereine. Ça sera plus le stress de comment on boucle la fin des 2 mois et des privations qu'on peut faire à certains enfants, aux enfants et que les enfants ne comprennent pas. Si on arrive à expliquer en disant, tu sais, papa et maman, on gagne un peu moins d'argent, on a des dépenses. Les enfants, on explique que la maison, ça coûte autant, que l'appartement coûte autant et tout ça, ils le comprennent. Et comme de par hasard, je l'expérimente de mon côté, comme de par hasard, quand on t'explique les choses, ils vont moins demander des jouets, ils vont moins demander des choses un peu plus futiles, et ça permet en fait qu'on est tous dans le même bateau pour essayer justement à la fin du mois d'être dans le vert et d'avoir une gestion budgétaire plus saine et plus sereine pour l'ensemble de la famille
et pas uniquement pour les parents, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est énergétique. Les parents, s'ils sont plus sereins, ils vont transmettre ça à leurs enfants Ouais, et c'est leurs enfants seront mieux armés. Mieux armés. Armés n'est pas le bon mot, armé, mais mieux préparés. tout à Voilà, fait, c'est ça. ouais. Moi, c'est vrai que je parle souvent de contagion émotionnelle. Ça, c'est on s'en rend pas compte. On croit protéger les enfants en ne disant pas les choses parce que pour pas les inquiéter ou je ne sais quoi, mais les enfants sont pas dupes et le pire, c'est qu'ils peuvent imaginer tout et n'importe quoi derrière. Donc la communication sera toujours mieux avec les mots adaptés que de vouloir protéger en évitant le sujet. Mais ce que Oui, et juste, je rebondis juste oui? sur ce point-là, prenons l'exemple après les vacances. On est dans une école, il y a certains enfants qui ont été à la plaine aux plaines de jeux, je sais pas, au camp de vacances, je sais pas comment vous appelez ça en France, organisé par la ville ou par la commune. Mmh. Ils n'ont pas eu la chance de partir dans le sud de la France ou partir à l'étranger, tout ça. Et puis il y en a d'autres qui sont partis, il y a des photos, des ci, des là, ou même les enfants voient bien une voiture qui fait plus de bruit et qui coûte plus cher qu'une voiture qui coûte. Mais le fait de pouvoir en fait en parler avec son enfant et d'expliquer les choses, de dire ben oui, il y a certaines familles qui gagnent plus d'argent pour X, Y raison, voilà, c'est comme ça, mais pas dans un mode injustice, mais dans un mode d'explication sans grandes émotions, en disant ben voilà, ça c'est comme ça. Et ça permet aussi aux enfants de comprendre que voilà, ils sont dans une famille où il y a peut-être moins de moyens que la moyenne, ou alors ils sont dans une famille où il y a plus de moyens et ils sont plus dans une option de partage. Par exemple, mes enfants là, ce week-end, ils ont choisi 10 jeux, ils ont dit on veut donner ça. Et ça n'a pas été une imposition de ma part. On le fait de manière entre guillemets un peu imposée de ma part tous les 6 mois où je leur dis bah, ça serait bien quand même de regarder, voir s'il y a des jeux que vous souhaitez donner. Mmh. Mais là, on l'avait fait en été et là, début septembre, à la rentrée, ils ont dit oui, on a envie de donner des jeux à des enfants qui en ont besoin. Le De même. fait, peu importe qu'on soit dans une famille avec plus de moyens que la moyenne, dans la moyenne ou moins de moyens que la moyenne, le fait d'en parler, ben, ça permet en fait de briser en fait des mythes, de briser des barrières qui ne sont pas là en fait, mais qui s'installent si on n'en parle pas. Tout à fait. Bon ça je te rejoins et finalement ça revient aussi à ce que, hem, le mon moi ma petite interprétation de ce que tu as partagé avant finalement c'est de rendre visible l'invisible. C'est ça Mhm. qui permet aussi de cette fameuse éducation. Alors, moi, je parle de visible-invisible dans, la charge mentale, dans ce genre de choses, mais c'est aussi vrai dans l'éducation financière telle que tu nous le partageais. On veut s enfin, souvent, on a l'objectif de se dire: «Ah oui, il faut que je mette de l'argent de côté, ou ce serait bien d'investir», mais c'est ce que tu as dit finalement, c'est que ça, c'est dans les dernières dans l'ordre logique, c'est dans les dernières étapes et on brûle toutes les étapes, alors que les toutes premières étapes, c'est de rendre visible l'invisible, c'est de savoir combien on consomme, où part notre argent, comment il se dispatche. Il y a une autre chose que tu as partagée et qui est dans le guide, dans le cahier d'activités que tu as fait pour les enfants que je trouve génial, c'est cette notion de dépenses essentielles versus de dépenses plaisir. Je pense qu'en tant qu'adulte, oui, on en a vaguement conscience. Enfin, voilà, quand vous nous écoutez, vous dites: «Bah, oui, je vois». Mais est-ce qu'on est vraiment capable de dire, tu vois, quand tu as nommé que la canette de coca, pour certains, ça va être dans une dépense essentielle parce que c'est alimentaire, alors qu'en réalité, si on lui redonne sa place, c'est une C'est dépense plus plaisir. effectivement. Mais prenons un exemple très concret. Il y avait une illustration très bien faite par Statista, qui est une société qui fait des statistiques et tout ça. En 1960, les dépenses dites contraintes, par exemple fournisseurs, eau, électricité, loyer et tout ça, représentaient, je pense, 15%, 15% si je ne me trompe pas, du budget moyen en France. Mmh. Aujourd'hui, on est à 28 ou 29%. Alors, il y a une grosse augmentation liée au coût pour se loger, ça c'est vrai. Mais quand on regarde, on voit bah, par exemple les abonnements téléphoniques, les Mmh. abonnements Netflix, Mmh. des choses comme ça. Alors, c'est une vraie question de dire bah, pourquoi en fait
on a une télé, en plus de ça, on a un abonnement Netflix, en plus de ça, on a peut-être Disney, Channel ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, c'est des petites dépenses de 10, 15 euros, 20 euros par mois, un petit peu indolores, mais qui, en fait, mises bout à bout, font des centaines d'euros par an. Ouais. Et, enfin, je vais prendre notre situation. On pourrait se payer Spotify Premium. Enfin, je veux dire, on n'en voit pas une grande utilité pour l'utilisation qu'on en fait. On pourrait se payer une télévision, mais on n'a pas de télévision. Mais c'est juste vraiment se dire, en fait, si c'est pour avoir une télévision, une belle télévision dans son salon, et que moi je suis un peu anti-écran pour les enfants déjà, mais que mon épouse et moi, en fait, on est occupés les soirs soit à travailler ou à papoter, et donc on n'en a pas d'utilité, en fait, on va pas le faire. Mais c'est vraiment se dire, est-ce que si demain je me passe de Netflix pendant une semaine, est-ce que je meurs? La réponse, elle est non. Est-ce que si je me passe d'eau pendant une semaine, je meurs? La réponse, elle est oui. Ah oui. Donc, à un moment donné, il faut faire... Non, mais et moi, en fait, j'ai pas trouvé d'autres mots dans le cahier d'activité de parler justement de dépenses non pas nécessaires, mais vitales pour parler de la vie, parce que ça permet vraiment de dire que les enfants comprennent justement cette pyramide des besoins qui sont vitaux, les besoins bien entendu émotionnels et tous les autres besoins, et qu'il y a toute une partie de dire, on peut se faire plaisir, bien entendu, mais d'abord, il faut que nos besoins vitaux soient justement comblés. Ça, c'est important parce que c'est ça qui nous fait vivre la vie et qui nous maintient, entre guillemets, en vie. Mais si on n'arrive pas, en tant qu'adulte, on connaît effectivement la définition entre les deux, mais est-ce qu'on se l'applique vraiment? C'est une excellente... moi, toutes les semaines, je m'observe en disant, je vais acheter ça. Grégory, tu as envie de te faire plaisir avec un petit cookies là. Mais non, achète juste ta baguette ou achète juste ton pain. Le cookies, tu attends une semaine ou 2 semaines et tu verras, il aura encore plus de saveur. Alors que je peux me le payer. Là n'est pas là la question. Mais c'est juste que avoir ce petit réflexe-là permet aussi de dire qu'on a moins les moyens, en fait, de faire énormément d'économies. On ne se rend pas compte, mais 25 ou 30 ou 50 euros par mois, ça fait vite des centaines d'euros à la fin de l'année, des centaines d'euros après quelques années. Mais c'est des chouettes vacances qu'on peut offrir à toute la famille. Voilà pour cette première partie d'interview avec Grégory. Si ça t'a déjà fait réfléchir, accroche-toi, parce que la suite, on va encore beaucoup plus loin. Dans le prochain épisode, celui de la semaine prochaine, Grégory va nous donner des pistes concrètes pour impliquer nos enfants dans la gestion de l'argent, leur apprendre à choisir, à anticiper et même à investir. On parlera d'outils concrets pour éviter les achats compulsifs, l'argent de poche dématérialisé et comment faire de l'argent un vrai sujet de discussion en famille. Briser le tabou. L'épisode sort la semaine prochaine, alors n'oublie pas de t'abonner pour ne pas le manquer. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!